Maintenant pouvoir conclure cette matinée avec un sujet, auquel François était très attaché, il a pu vous le redire tout à l'heure. Et cette question, c'est: est-ce que vous êtes fiers d'être français? J'ai quand même pas très bien entendu, pardon. Est-ce que vous êtes fiers d'être français? Oui, nous sommes fiers d'être français. Je demande à Valérie Boyer, Serge Grouard de bien vouloir venir me rejoindre. On peut retirer que les autres sièges. Oui, viens là. Serge. Et Gérard après. Enfin, comme tu veux. T'es où? Je suis là. Ah, t'es là. Viens, Gérard. Alors, où tu veux, voilà. Alors, Valérie, je vais te donner la parole. C'est toi qui vas commencer cette table ronde. C'est Serge qui va la conclure. Et puis, Gérard, on le fera intervenir un peu après, puisqu'il ne sera pas trop sur cette table. Ça nous fait plaisir qu'il soit là. Valérie, on a beaucoup entendu parler de toi cet été parce que paraît-il que tu n'étais pas d'accord sur le fait d'aller te baigner en burkini. Peux-tu nous expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles tu as pris ce combat qui n'est pas un combat anodin, qui est un combat important, c'est un combat sérieux, c'est un combat de position de la République, d'une conception de la République française, d'une vision de ce qui doit être la France. Et au-delà de ça, peux-tu, en quelques mots, nous dire les raisons pour lesquelles tu as été si présente, si active dans la défense des chrétiens d'Orient, aux côtés de François Fillon, et dans des combats qui, d'une façon générale, peut résumer le fait que cette France éternelle qui nous rassemble tous, qui a des valeurs, qui a des principes, qui a une continuité, elle doit continuer à exister aujourd'hui. Merci beaucoup. Effectivement, une des raisons, mais il y en a plein qui font mon engagement auprès de François Fillon, c'est parce que François Fillon nous démontre par son action, par ses propositions, que la France, c'est pas simplement un pays, c'est aussi une civilisation. Et c'est l'universalité de la civilisation française aussi, je crois, qui nous réunit aujourd'hui et qui fait qu'on est fiers d'être français, fiers aussi de porter nos couleurs et de militer à ses côtés. Parce que c'est un homme, tout à l'heure on a parlé d'autorité, mais c'est un homme effectivement qui incarne l'autorité, mais qui fait autorité. Il fait autorité par ses positions, il fait autorité aussi par ses propositions, qui ne sont pas des propositions incantatoires, mais des propositions vraiment factuelles qui permettent la mise en œuvre et surtout le rassemblement des Français. Alors effectivement cet été, comme lorsque j'avais réagi à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une question au gouvernement, quand il y avait eu cette dangereuse mascarade, le Hijab Day à Sciences Po, où des jeunes femmes qui étaient à Sciences Po voulaient montrer qu'est-ce que ça faisait de porter le voile, etc. Donc j'avais posé la question au gouvernement. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas une question de droite, ce n'est pas une question de gauche, ce n'est même pas une question de religion, ce n'est même pas une question d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une question de dignité humaine, parce que c'est ça la vraie question. Quand on dit à une petite fille, quand on dit à une femme qu'elle doit se cacher, parce qu'elle doit être pudique, modeste, comme l'invitent certaines grandes marques et certaines modes, cette fameuse mode soi-disant islamique qui dit cachez-vous, parce que burqa, bayat, chador, niqab, etc., peu importe burkini, peu importe le nom, c'est la même chose, c'est le même symbole. C'est de dire aux femmes qu'elles doivent se cacher parce qu'elles sont modestes, et ça veut dire aux autres qu'elles sont immodestes, impudiques, voire même impures. C'est ça la société française qu'on veut. Ça veut dire aussi parce que c'est un enfermement dans le sexe, c'est un enfermement dans le genre, c'est une hypersexualisation des femmes qui doit être mise au banc de la société, c'est-à-dire qu'on les pense comme des femmes, si elles sont en plus d'origine maghrébine, elles sont obligatoirement musulmanes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément leur libre arbitre, elles ne peuvent pas penser comme elles veulent. Donc c'est un déni de liberté, c'est un déni d'égalité, c'est un déni de fraternité, et c'est quelque chose qui enferme aussi les hommes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réagi. C'est bien au-delà des problèmes de religion et de laïcité. Pour moi, c'est vraiment un problème de dignité humaine. Et cette dignité humaine, quand elle est entravée,
eh bien, ça pose des problèmes d'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, j'ai soutenu mes collègues qui ont pris des arrêtés anti-Burkini cet été, parce qu'on voit bien que ce n'est pas une démarche anodine. Je crois que personne n'est naïf. Après les meurtrissures que nous avons connues par les attentats, nous en sommes à plus de 250 morts aujourd'hui, sans compter les nombreux blessés. Ces familles qui sont endeuillées. La peur que nous avons, nous, en tant que parents, quand nos enfants vont boire un pot à la terrasse d'un café, je suis sûre qu'aucun d'entre vous n'a cette peur qui est absente en lui. Moi, je sais que j'ai 3 enfants. Ben, quand ils sortent, eh bien, je me préoccupe toujours de savoir où ils vont. Et aujourd'hui, je suis encore plus inquiète qu'hier, parce que cette menace, elle existe. Et c'est pour ça aussi que c'est courageux de se rassembler aujourd'hui. Donc j'avais réagi cet été, parce que je crois que ceux qui prétendent que le burkini relève de la liberté religieuse oublient aussi que ce vêtement, c'est le produit d'une idéologie qui, si elle devait être dominante dans notre société, conduirait à l'anéantissement de toute forme de liberté, cette fameuse liberté qui est si chère au cœur de François Fillon. Et puis, je souhaite qu'on arrête cette perversion, cette culpabilisation à outrance, cette repentance permanente qui est la nôtre. Ça suffit, quoi. Moi, je suis... À un moment donné, je crois qu'on est fiers d'être français. Et quand on a la chance de venir dans un endroit aussi magique que celui-ci, on comprend toute la diversité des paysages, des terroirs, de l'histoire de notre pays. Et ceux qui invoquent, une des raretés d'ailleurs qui fait la France, qui est la laïcité, qui invoquent la laïcité pour justifier la provocation religieuse, tout comme invoquer la liberté pour justifier un accoutrement idéologique, eh bien ils utilisent les droits de l'homme pour masquer des conquêtes communautaires. Et ça, il ne faut pas être dupe, et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on réagisse. Et enfin, moi, je vais vous dire aussi que j'en ai assez, j'en ai vraiment assez, que le pouvoir politique utilise le corps des femmes pour marquer son territoire et pour faire passer des messages. Ce n'est pas ma conception que j'ai de la liberté et de l'égalité. Et mes collègues parlementaires qui me connaissent savent que je ne suis pas une féministe enférocée, ce n'est pas le sujet, mais c'est simplement le sujet de notre liberté et de notre conception de notre dignité. Les femmes ne sont pas des otages ni des porte-drapeaux d'une idéologie nauséabonde qui tue et qui nous a déclaré la guerre. Et tous ces combats pour la dignité, je sais que François Fillon les mène. J'ai particulièrement apprécié, comme vous tous aussi, je crois, ces prises de position courageuses et précises contre la gestation pour autrui, qui n'est qu'une forme d'esclavage aussi. Ça a été le seul candidat à la présidentielle à prendre des positions particulièrement fermes et détaillées. Et ça fait partie des choses que j'apprécie. Et enfin, si vous me permettez, on est ici réunis dans ce superbe endroit, et moi, je voudrais rendre aussi hommage aux Français qui ont subi ces actes de terrorisme et qui pourtant sont résilients, qui n'ont pas cherché de bouc émissaire, mais ce n'est pas pour autant qu'ils supportent les provocations. Et quand la République est narguée, quand la République est provoquée, eh bien, il est notre devoir de réagir. Et c'est pour ça que je l'ai fait cet été. Et c'est pour ça que je suis sûre que vous l'avez tous fait et qu'on va continuer à le faire, parce qu'il n'est pas question de se laisser dominer par cette idéologie nauséabonde. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Mon cher Serge Grouard, tu vas maintenant nous parler de la France, de son histoire, de ce qui fait que, du fait de cette continuité historique, nous avons toutes les raisons d'être fiers de ce que nous sommes. Et Serge, les Français te connaissent parce que le 15 janvier 2015, c'était exactement d'ailleurs le 13 janvier, alors que nous rendions hommage aux premières victimes du terrorisme, nous étions tous levés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est toi qui as entonné le premier la Marseillaise. C'est toi qui as lancé la Marseillaise, repris par 577 parlementaires. Et moi, je tiens à te saluer encore pour ton initiative, pour ce courage et pour le fait que tous ensemble, nous ayons pu chanter la Marseillaise et marquer ainsi notre attachement aux valeurs de la France et à notre fierté d'être français. Serge Grouard.
Jérôme, merci de tes mots qui me touchent, bien sûr. Va à l'essentiel. C'est ce que m'a demandé François Fillon pour conclure cette matinée. Au vu de l'heure probable, il aurait pu ajouter, d'autant qu'il sera l'heure de déjeuner. Alors je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la France. Et la France est malade. Les crises succèdent aux crises, pour n'en former plus qu'une, permanente et globale. Chômage de masse, paralysie de l'État qui asphyxie le pays, dette, déficit, terrorisme, insécurité, menace climatique, impuissance de l'Europe. Et nous, Français, nous enrageons. Nous enrageons d'assister entre colère et résignation à cette lente descente aux enfers. Nous en avons assez. Notre système politique est à bout de souffle, usé à la corde, déconnecté des réalités que chacun d'entre vous vivez, incapable de lucidité, incapable de courage, sans vision, sans projet, sans solution. Nous, Français, nous, peuple de France, nous savons pourtant que la France est grande. Nous, Français, par-delà les doutes qui nous assaillent, nous avons envie. Nous avons envie de retrouver cette France qui va de l'avant, qui innove, qui crée. Nous avons envie de relever les défis qui nous sont lancés. Envie de montrer que ce vieux pays n'est pas foutu. Envie d'en être fiers, comme on l'est lorsqu'il gagne. Nous, Français, nous nous savons les héritiers, et donc les garants d'une France millénaire. Des artistes, des poètes, des écrivains, des savants, des militaires, des paysans, des ouvriers, des artisans, de toute cette foule illustre et anonyme qui a façonné jour après jour notre pays et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Être français, c'est en conserver précieusement la mémoire pour la porter dans l'avenir. Mais nous, Français, nous savons que la France, c'est autre chose et c'est plus que cela. La France, c'est un peuple divers, oserais-je dire frondeur, batailleur, râleur. Mais c'est un peuple qui est travailleur, créatif et généreux. La France, c'est plus que cela. La France, c'est une idée. Liberté, François, liberté, égalité, fraternité. Une idée à défendre parce qu'elle est aujourd'hui menacée. On pourrait y ajouter sans doute laïcité, parce que si nous avons fait la séparation de l'Église et de l'État il y a plus d'un siècle, ce n'est pas pour que d'autres religieux aujourd'hui nous dictent leurs lois. La France, c'est une résistance, celle de Jeanne d'Arc à Orléans il y a bien longtemps, celle de De Gaulle un certain 18 juin, et celle, Valérie, de ces femmes qui se battent aujourd'hui pour refuser le diktat de l'islamisme. Et la France, c'est une émotion. Tu l'as dit, Jérôme. Une musique qui commence par « Allons, enfants » et qui nous donne la chair de poule quand on l'entend. Nous, Français, sur cette terre depuis si longtemps, ou arrivés plus récemment, nous avons tout cela en partage. C'est cela, être Français. C'est cela, aimer la France. Ce doit être cela. Alors nous, Français, nous sentons bien qu'une fois encore, la France est à la croisée des chemins. Nous, Français, nous sentons
que le prochain mandat présidentiel peut être celui du redressement, mais il peut être aussi celui de la liquidation. Alors nous, Français, nous refusons la fatalité du déclin. Elle n'est pas dans nos gènes. Nous, Français, nous allons conduire le redressement. Et nous, Français, parce que nous sommes Français, parce que nous avons la mémoire de notre histoire, nous voulons, au soir de l'action achevée, chacun, dans l'intimité d'un tête-à-tête avec son panthéon personnel, nous adresser la tête haute, le regard clair à nos glorieux aînés et leur dire « Dormez tranquille, la France va bien ». Et je voudrais pouvoir dire, dans le silence d'un recueillement, à Colombey, les deux églises, « Dormez tranquille, mon général, la France va bien ». Comme je crois, François, que tu aimerais le dire ou que tu pourrais dire « Dors tranquille, Philippe, la France va bien ». Alors oui, nous, Français, nous voulons le redressement, nous le préparons et nous allons le porter. Nous avons pour cela un projet, un vrai, solide, ambitieux, responsable. Pour l'avoir rédigé avec l'aide d'un certain nombre d'entre vous, je le connais et je le sais. Nous avons des équipes compétentes, vous l'avez vu ce matin. Et nous avons, chers amis, celui qui porte l'ensemble, déterminé, honnête, courageux, François Fillon. Alors nous, Français, nous te disons, cher François, merci de redonner l'espoir aux Français. Merci de porter haut l'ambition pour la France. Merci de faire gagner la France. Merci beaucoup Serge pour ce très beau propos qui conclut donc cette dernière table ronde. Et pour conclure la matinée, j'aimerais que Gérard Longuet nous dise quelques mots. Gérard, c'est à la fois le grand ministre que vous connaissez, c'est le grand républicain qui a été l'une des figures historiques du Parti républicain, et c'est tout aussi important que ce grand républicain amoureux de l'Europe apporte un témoignage au gaulliste socialiste historique qu'est François Fillon. Gérard. Merci, cher Jérôme. Je suis surtout un ami de François. Je le connais. Je l'ai vu fonctionner depuis longtemps. Privilège des cheveux qui blanchissent. Les miens, pas les siens. Et je peux vous dire que c'est une chance absolue de l'avoir comme candidat. Mais Serge a parlé de la France dans des termes aussi passionnés qu'élevés, qu'il lui appartenait en réalité de conclure cette matinée qui nous rassemble dans ce qu'il y a de plus commun, de plus profond, de plus puissant dans notre engagement politique. Ce n'est peut-être pas, à proprement parler, Jérôme, la fierté de la France, mais l'amour de la France. Et l'on aime la France comme l'on aime ses parents, c'est-à-dire avec une infinie gratitude, sans jamais renoncer pour autant au devoir de lucidité. Et c'est parce que l'on aime ses parents et que l'on sait ce qu'on leur doit, qu'on a envie d'aller plus loin, à la fois de s'appuyer sur le message et l'hérédité de force, et peut-être combattre ce qu'il y a de plus faible et de plus discutable. Mais Serge, entre nous deux, il y a au moins un de tes compatriotes les plus connus qui a parlé de la Meuse de la façon la plus élégante, c'est Charles Péguy. Donc je ne peux pas te résister à l'occasion d'un rassemblement de militants de dire « Nous sommes la piétaille, nous n'allons jamais que d'un pas à la fois, mais 20 siècles de peuple et 20 siècles de rois.
nous font savoir ce que c'est que d'être la piétaille, et comme l'on peut se retrouver le soir pour un dernier carré, au soir d'une bataille. Pardonnez-moi, je l'ai un petit peu oublié, mais Péguy, c'est l'unité de la France, et Orléans et Serge le méritaient. Je ne sais pas si je suis en revanche fier de soutenir François Fillon. Dans une bataille politique présidentielle, François a deux qualités qui, pour moi, valent toutes les autres, et ces qualités ont donné le ton à la campagne. Cette première qualité, ce sont des convictions enracinées, et par conséquent des convictions stables et prévisibles. Et c'est parce que ces convictions sont stables et prévisibles que François peut accompagner l'évolution de notre pays. Avec lui, on a la certitude qu'il ne s'agira pas de courir après un sondage, de séduire tel ou tel public, mais de voir profondément ce qui est l'intérêt de notre pays. Je vous donne deux exemples. Ces convictions, il les exprime à travers ce choix de Sablé, ces paysages de la Sarthe, ce cœur de la France, cher Bruno, des pays de la Loire. Mais ces convictions, elles sont suffisamment solides pour que notre pays trouve les réponses aux deux défis qui frappent toutes les nations du monde, et en particulier les nations européennes. Une société bouleversée par le numérique, un monde bouleversé par des explosions démographiques. À la première question, il faut une France moderne, et le ressort de la liberté, cher François, est en effet le ressort le plus pertinent, et c'est profondément un choix gaulliste, car le choix gaulliste, c'est de mobiliser le pays pour qu'il tienne son rang. Et la liberté est la façon de mobiliser le pays pour qu'il tienne son rang. Il y a naturellement la démographie, je n'y reviendrai pas. Cela veut dire que le monde est profondément en mouvement et qu'il nous faut un président qui ait le sens de l'international et qui se souvienne, comme le général de Gaulle le disait, qu'un grand pays n'a pas d'alliés, il a des intérêts. Et en Europe, nous pouvons être cette première puissance, non pas celle qui dirige, qui revendique le pouvoir, mais celle qui anime et qui crée. C'est exactement le sens de ton engagement européen. Et c'est la raison pour laquelle le libéral européen que je suis, cher Hervé, est heureux de soutenir François Fillon et a la certitude que ceux qui partagent les mêmes convictions le soutiendront avec enthousiasme. Deuxième et dernier point, le sens de la mesure. La France est un pays d'équilibre. C'est un pays où l'on cherche l'harmonie. Les rois de France n'ont jamais cherché la division, puisque, mon cher Gérard, tu as la qualité de fédérer un Sénat tout entier. Souviens-toi que c'était l'idée d'unité et l'idée de paix qui a en général dominé et rassemblé notre pays. Le Sénat en est aujourd'hui l'héritier et le détenteur. Ce sens de la mesure, François, il est né de la gestion d'une commune, la tienne, ici, à Sablé. Il est né de la gestion d'un département où il faut se battre avec des administrations indifférentes, lointaines, tatillonnes, avec des collègues, eux au contraire préoccupés par des considérations politiques ou parfaitement locales. C'est la présidence d'une grande région. C'est des ministères difficiles. C'est le rôle le plus lourd et le plus subtil à conduire d'être Premier ministre dans la loyauté et dans la liberté de défendre ses idées. Et pour avoir été à tes côtés, comme président du groupe, cher Bruno, ou comme ministre de la Défense, j'ai pu mesurer qu'avec une politesse et un respect des formes, tu avais la passion de tes convictions et la capacité à les faire adopter, même quand au départ et en apparence, le chemin était difficile à parcourir, tant les points de vue étaient éloignés. Pour ces deux raisons, vraiment cette capacité de représenter cette tradition française, et c'est une tradition suffisamment forte pour qu'elle épouse tous les rendez-vous de l'avenir, et cette expérience
de la responsabilité, de la conduite du pays, je pense profondément que nous aurons plaisir dans cette campagne dont tu as donné le ton. Aujourd'hui, cette campagne de la droite et du centre, c'est une campagne qui se construit autour des valeurs que tu as incarnées par ta vie politique et que tu as formalisées par ton engagement présidentiel. Nous avons la fierté de donner le ton, nous aurons la joie d'avoir les voix. Merci Gérard Longuet. C'est bien bon ? Oui. C'est fini ? Voilà. David. Le temps que François remonte, c'est l'occasion pour moi de vous remercier tous pour votre présence ce matin aux tables rondes. Tout d'abord de remercier Gérard Larcher, président du Sénat, d'avoir participé à toute la matinée. Et avec lui, le président du groupe des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui va nous rejoindre tout à l'heure cet après-midi dans les discours. Je voudrais saluer particulièrement mon ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, d'être avec nous ce matin, ainsi que tous mes collègues parlementaires, députés, sénateurs, députés européens, tous les élus qui sont là, qui viennent de loin pour soutenir François ce matin, et surtout vous toutes et vous tous qui depuis ce matin êtes là pour assister à la grande rentrée politique de François et qui sont là tous pour François te soutenir dans les 3 prochains mois pour la victoire en novembre prochain. Mes chers amis, je veux remercier tous mes amis qui sont présents ici, tous les parlementaires, le président du Sénat. Il y a plus de 60 parlementaires qui sont aujourd'hui assemblés dans ce parc du Château, à mes côtés pour engager cette campagne et cette dernière ligne droite que représente la primaire. On va aller déjeuner. Tout à l'heure, je vais m'exprimer et je m'exprimerai sur tous les sujets qui ont été abordés pendant cette table ronde ce matin. Mais je veux que ma campagne soit la campagne de la vérité. Et donc, je dois rétablir une vérité qui a été tout à l'heure travestie par Jérôme Chartier. La place de Sablé ne s'appelle pas la place de l'Élysée. La place de Sablé s'appelle la place Raphaël-Élysée. Et Raphaël-Élysée, c'est l'occasion pour moi de dire 2 choses. Raphaël-Élysée, c'est le premier maire de couleur élu en France métropolitaine dans les années 30. Et ça me permet de dire 2 choses. La première chose, c'est que la France n'est pas raciste. Dans un pays comme Sablé-sur-Sarthe, dans l'ouest français, dans les années 30, on n'a pas hésité à choisir un maire de couleur qui était un Antillais, un vétérinaire, parfaitement intégré à la société française. Mais le deuxième enseignement que je veux en tirer, c'est que la ville de Sablé a toujours été audacieuse dans le choix de ses maires.